Bonsoir. Normalement, vous m'entendez. On va commencer le direct dans quelques petites secondes. Bonsoir. Donc normalement, vous m'entendez et nous allons commencer les débats dans quelques petites secondes, le temps que les gens se connectent pour ce petit live à l'initiative du collectif des infirmiers libéraux en colère et qui m'ont convié à discuter du futur décret infirmier. Donc on commence dans quelques petites secondes. Démarrage dans quelques petites secondes sur ce live. Dernier petit point technique qui sont en train d'être mis en place. Tant que les hôtes arrivent. Voilà, un dernier petit test avec les personnes qui pilotent. Est-ce que vous pouvez me faire un retour son, si le son est bon? D'ailleurs, pour le replay, on coupera cette partie. Alors, je vois que le son est OK et qu'on a déjà un premier retour. Merci de m'avoir fait un petit retour là-dessus. Alors, écoutez, on va commencer. On va commencer ce live qui sera effectivement en replay parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de se connecter. Donc, je me représente à nouveau Grégory Com. Je suis juriste et expert en politique de santé. Et on a eu deux versions d'un futur décret infirmier qui ont été diffusées et qui ont suscité beaucoup de débats. Donc le but de ce soir, en fait, c'est d'en parler, c'est d'en échanger. Et il y a déjà eu beaucoup de questions qui nous ont été envoyées en ligne. Donc le but, c'est d'y répondre et de vous dire où on en est et vers où on va. Donc voilà un petit peu l'objectif. Alors, où on en est et où on va. La loi infirmière, comme vous le savez, a été publiée, donc elle est effective, elle existe. Maintenant, il faut les textes d'application. Et donc, en fait, quels sont les textes d'application derrière qu'on va avoir? On va avoir des décrets, on va avoir des arrêtés qui vont venir préciser comment cette loi va s'articuler en réel. Derrière, nous avons eu un premier texte qui a été envoyé aux organisations représentatives et à d'autres organisations comme le collectif infirmiers libéraux en colère pour avoir leur avis. Ce premier texte était effectivement perfectible et ne reprenait pas certaines des avancées de la loi. Il y a eu un énorme travail qui a été fait. D'ailleurs, je tiens vraiment à saluer le travail du ministère, du cabinet de la ministre évidemment, mais aussi de toute l'équipe de la DGOS qui a travaillé pour faire améliorer ce décret et pour en faire un décret qui va vraiment dans le sens de la loi et apporte beaucoup de réponses sur vos futures pratiques. Alors attention, et je tiens à le préciser, ce décret, aujourd'hui, il n'est pas publié. Donc ça, c'est le point le plus important. Il est encore en concertation. Et donc, il peut être susceptible de bouger. Donc, il ne sera pas obligatoirement de suite opérationnel. Mais donc le but de ce soir, vous allez me dire, il est sympa le juriste, il nous embête dans notre soirée à nous parler droit, mais pourquoi on est là si c'est pas encore le cas? Alors c'est quand même un décret qui est
plutôt bien abouti, qui, des retours qu'on peut voir, semble plutôt satisfaire les représentants de la profession qui ont été consultés. Et donc, il est probable, mais pas sûr, que ce décret soit la version finale. L'objectif de la vidéo ce soir, c'est justement de vous le décrypter et de vous préparer effectivement aux changements qui vont arriver, sachant que derrière, il va y avoir le décret et ensuite il y aura des arrêtés pour le préciser. Autre point important, ça a vraiment été une des questions du débat, c'est une petite introduction, c'est vraiment une question du débat qui a été mise en place, c'est euh, qu'est-ce qui se passe avec les négociations conventionnelles derrière. Et alors là, ce qui est important, c'est de rappeler ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en droit. La hiérarchie des normes en droit, c'est le fait de respecter un certain cheminement avant que des textes soient opérationnels, notamment, et que des textes ne se contredisent pas. Donc, il y a eu la loi infirmière qui a été votée. Derrière, il y a le décret, il y a eu un débat qui a été fait, qui était un débat intéressant, de dire oui, mais si on met des trucs dans le décret que les négociations conventionnelles ne reprennent pas, ça ne va pas marcher, il faut d'abord voir les négociations conventionnelles et ensuite il faut voir le décret. Alors en fait, quand on applique le droit pur et dur, non, le gouvernement, l'administration fait un décret, donne l'application de la loi par rapport à ce qu'ont voulu le législateur, ce qu'a voulu le législateur, et derrière, la caisse, en négociant avec les syndicats représentatifs, va décider ce qu'elle va indemniser ou pas, ce qu'elle va payer ou pas comme acte. Donc il est possible, et il est même fortement probable, je préfère commencer peut-être par les mauvaises nouvelles, que certains actes que vous ayez dans le décret, vous pourrez les dispenser, mais la caisse, peut-être qu'elle ne les payera pas. Alors derrière, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est le patient qui devra le payer? Est-ce que c'est les mutuelles? Comment ça va marcher? On va y répondre. C'est des questions qui ont été posées régulièrement. Mais voilà, le cheminement normal, c'est ça. La loi, le décret, les arrêtés, puis ensuite on négocie les tarifs. Point important, la caisse a l'obligation de négocier ces tarifs, parce que dans la loi, c'est un amendement qui était soutenu par le collectif des infirmiers libéraux en colère, dans la loi, il y a justement un passage qui dit que les nouveaux actes devront être regardés, justement indemnisés et donc payés. Et l'autre point qui est intéressant aussi, c'est que grâce aussi à un amendement porté par les infirmiers libéraux en colère, vous avez aussi la prise en compte de la pénibilité. Donc ça aussi, c'est un des points, je pense, les plus importants. C'est de dire, attention, au niveau de la pénibilité, les actes, vous devrez varier potentiellement le prix. Et il devrait y avoir aussi des impacts pour les salariés. Je le dis aussi parce qu'on va parler libéraux, salariés ce soir, évidemment. Donc voilà pour ce préalable. Je rappelle, et après on passe au texte. Premier point, il y a eu la loi. Deuxième point, il va y avoir le décret. Il n'est pas sorti. Donc tout ce que je dis ce soir, aujourd'hui, n'est pas encore applicable avant la sortie du décret. C'est un point vraiment important. Ensuite, il y aura les arrêtés et il y aura ensuite, au regard de l'ensemble des missions que vous allez avoir donc la possibilité d'être payé sur certains actes ou non, selon comment vont évoluer les négociations. Si les négociations aboutissent, il y a quelque chose qui est signé et il y a des accords. Si elles n'aboutissent pas, il peut y avoir ce qu'on appelle un règlement arbitral. C'est ce qu'avaient eu les médecins à un moment, c'est-à-dire le pouvoir administratif qui décide pendant un temps donné de fixer eux-mêmes avant que des négociations puissent reprendre. Voilà, en gros, je simplifie énormément. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le fameux décret? Alors, en premier, et je le redis encore une fois, en termes juridiques, il est très bien rédigé et il reprend vraiment l'intention de la loi. Donc, il y a une première définition de qu'est-ce que l'exercice de la profession infirmière. Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui va vous définir. L'exercice de la profession infirmière comporte l'initiation. Le terme initiation, en droit, il est extrêmement important. Ça veut dire que, à votre main, vous pouvez initier plusieurs choses. Ça, on va y revenir sur l'aspect accès direct, rôle propre. Donc, vous avez cette possibilité d'initier l'analyse, la réalisation, l'organisation et l'évaluation des soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative, palliative, relationnelle ou destinée à la surveillance clinique. C'est très complet, ça reprend vraiment la loi, c'est une très belle écriture. Il y a le mot palliatif dedans, il y a le mot relationnel. On sait que c'est des choses qui étaient importantes pour la profession infirmière, notamment de valoriser le soin relationnel comme un soin. On a cette mention qui est faite. L'infirmier ou l'infirmier exerce ses activités en coordination et collaboration avec les professionnels du secteur de santé, secteur social et médico-social.
C'était pas obligé de le remettre, on le sait, tout le monde travaille en coordination, ça ne fait pas de mal non plus de le mettre, c'est intéressant. Il initie et assure la traçabilité des soins infirmiers dans le dossier du patient. Alors ça, vous savez, pour ceux qui me suivent un petit peu ou qui m'ont vu sur des conférences, c'est ma marotte classique. Votre meilleur ami, c'est l'écrit. Je pense qu'il y a un seul truc que vous devez retenir de la soirée, c'est ça. Votre meilleur ami, c'est écrit. Tracez ce que vous faites. C'est si un jour il y a un contentieux, ce qui prouvera quand même beaucoup de choses sur ce que vous avez fait ou pas fait. Donc, la pratique infirmière peut s'exercer dans le cadre de spécialités, notamment définies, il y a des articles. Ça veut dire effectivement qu'il y a des spécialités infirmières qui sont reconnues, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, qui vont avoir un cadre particulier, c'est-à-dire qu'on a les IAD, IBOD et PUER qui vont être reconnus avec une pratique avancée spécifique à leur exercice. Et on a les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui ont une reconnaissance de spécialité. Ça va impacter aussi leurs compétences qui seront un petit peu supérieures au décret socle. Dans le cadre de ces activités, l'infirmier ou l'infirmière réalise les actes et soins infirmiers en tenant compte de l'évolution scientifique et technique des pratiques, des données probantes dans le respect des règles déontologiques de la profession. Alors c'est intéressant ce point, alors à chaque fois je vais m'arrêter un petit peu là, sur ces points-là, parce qu'en fait, vous réalisez des actes et soins infirmiers en tenant compte de l'évolution scientifique et en tenant compte des données probantes et les règles déontologiques. Vous êtes une profession à ordre. Il y a eu quelques actus à l'ordre infirmier, comme vous avez pu voir. Le fait que vous soyez une profession à ordre est un point important. Vous avez une autonomie et vous avez une autorégulation. C'est-à-dire que voter à l'ordre, élire des gens à l'ordre et les élus de l'ordre ensuite vous représentent pour réguler la profession. Ce qui montre aussi dans cet article-là que vous avez certaines latitudes, une autonomie qui ne peut pas vous être enlevée et derrière une autorégulation de votre profession, ce qui montre la maturité de la profession. C'est toujours cette importance-là sur la profession à ordre. Ensuite, vous avez évidemment dans les missions, les domaines d'activité et compétences, une liste. La première, élaborer des projets de soins en formulant un diagnostic infirmier afin d'identifier et de définir les interventions adaptées à mettre en œuvre à une personne ou un groupe de personnes. Il est très important cet alinéa. Parce qu'en fait, ça montre que vous posez un diagnostic, ça montre que vous avez une reconnaissance enfin de votre analyse clinique. Et à partir de ce que vous allez voir et de votre analyse, vous allez poser ce diagnostic et vous allez pouvoir entamer une démarche thérapeutique. C'est important, c'est une reconnaissance effectivement de cette autonomie-là. Ensuite, deuxièmement, initier, entreprendre, mettre en œuvre et évaluer les soins infirmiers à visée de dépistage, préventive, éducative, diagnostique, thérapeutique, relationnel et palliatif, en particulier dans le cadre d'une consultation infirmière. Donc, c'est la reconnaissance de la consultation infirmière. C'était dans la loi, c'est transposé ici, c'est vraiment très bien, afin de protéger et maintenir et restaurer, promouvoir la santé physique et mentale des personnes. Votre champ est large sur l'ensemble du champ infirmier. Un point qui était important, le fait d'assurer effectivement les soins relationnels qui permettent d'apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique. On est vraiment sur quelque chose de fort qui montre que ce soin est reconnu. Ensuite, on est toujours dans la suite du texte sur l'évaluation, l'autonomie, soutenir les capacités autonomes en vue de favoriser le maintien et l'insertion à la réalisation des personnes, participer à la prévention, à l'évaluation et le soulagement de la douleur. On est vraiment sur une analyse complète de tout ce que pouvait faire contribuer à la mise en œuvre de traitements, prescrire des produits de santé, concevoir et conduire et mettre en œuvre des démarches d'éducation de la santé, organiser et planifier des soins infirmiers, accompagner les pairs, les apprenants professionnels, mettre en œuvre des actions de développement et compétences. Et l'autre point, précis, dans le cadre de son exercice, l'infirmier ou l'infirmière réalise une consultation infirmière et élabore des diagnostics infirmiers entendus comme l'identification des besoins de santé relevant du champ de compétences infirmier. La consultation infirmière consiste par l'analyse de la situation de la personne et de son environnement à mettre en œuvre, sur la base d'un raisonnement clinique, une démarche préventive ou thérapeutique. C'est important de définir la consultation parce que ça va être vraiment la base de votre travail après cette réforme. Et donc, vous allez vraiment être sur le déploiement de vos connaissances techniques. Et là, ils vont encore plus loin, et c'est une excellente écriture. Lors de l'entretien clinique, l'observation, le recueil et l'analyse de toutes les informations et données cliniques nécessaires à l'évaluation de la santé. Donc, on précise comment va se dérouler votre consultation. L'élaboration et la détermination d'action. Donc, votre consultation, ce n'est pas juste pour poser un diagnostic. Vous posez un diagnostic, puis vous agissez. Évidemment,
vous réajustez les soins infirmiers, vous en faites évaluation, et dans le cas d'une collaboration pluriprofessionnelle, l'organisation et la coordination des interventions au sein du parcours de santé. Donc vous avez ce rôle de coordination qui vous est reconnu, qui va être particulièrement important, notamment en libéral pour l'infirmier référent. Donc en fait, on voit que les textes, il y a une logique entre les textes. C'est-à-dire que vous avez l'infirmier référent, qui est un texte fondamental, qui est vraiment, vraiment fondamental, moi j'aime bien la véracité des faits, donc c'est pour ça que je dis qui avait été à l'initiative de la FNI, et qui se sont battus pour ce texte, et on peut les remercier. L'important, c'est que derrière, avec ce texte-là, la consultation et l'accès direct, c'est un complément de l'infirmier référent qui va vous permettre de déployer plusieurs compétences. Dans le cas de son rôle propre, l'infirmier initie, accomplit, évalue les actes de soins. Encore une fois, vous voyez, c'est à l'initiation, c'est vous qui le faites. Je continue un petit peu, et désolé si c'est un peu une liste à la Prévert. Après, on va faire ça de façon un petit peu plus dynamique. Et évidemment, le point le plus important, c'était le fait qu'il y ait le rôle propre et le fait que vous puissiez prendre en charge directement les patients. Le fait de dire l'infirmier ou l'infirmière peut prendre en charge, c'est que, évidemment, vous pouvez le faire, comme vous pouvez aussi recevoir des patients qui vous sont adressés. Donc c'est une possibilité qui est à votre main. Et à partir de là, des compétences pourront se déployer. Donc voilà en gros sur les points qu'il y a. Il va y avoir toute une partie évidemment sur le rôle de prescription qui va vous permettre vous de prescrire. Et ensuite, on redéfinit les rôles que vous avez. On a beaucoup parlé du rôle propre. Le rôle propre, c'est tout ce que vous pouvez déployer sans prescription et qui, entre guillemets, vous appartient. Et derrière, effectivement, on va avoir un rôle sur prescription, c'est-à-dire que des actes que vous ne pourrez faire que sur la prescription d'un autre professionnel. Ça peut être un médecin, ça peut être un IPA qui peut vous prescrire des soins. Derrière, vous avez aussi un rôle sous protocole qui va vous permettre d'ajuster certaines choses. Et il y a toujours le fameux rôle d'urgence qui est précis. Alors, il y a quelque chose qui avait fait couler beaucoup d'encre, et je tenais à en parler, c'est la délégation euh, de, de tâches à des aides-soignants. Alors effectivement, la rédaction maintenant est plutôt très positive, et c'est quelque chose qui sera à votre discrétion. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudra évidemment travailler et déployer. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça arrivera. C'est un texte qui est encore en suspension, qui doit passer par des instances, qui a été envoyé à la consultation. Moi, je remercie le collectif des infirmiers libéraux en colère de me permettre d'en parler ce soir. Euh, Ça peut encore évoluer. Mais en tout cas, les grands axes sont là. Moi, encore une fois, je le redis, je salue vraiment le travail de la DGOS et évidemment toute l'impulsion du cabinet de la ministre et surtout et évidemment de la ministre, parce que là on a un texte qui est particulièrement ambitieux. Pourquoi il est ambitieux? Parce qu'il va s'appuyer sur les infirmiers libéraux évidemment, mais aussi les infirmiers en établissement sanitaire, mais comme aussi médico-sociaux, et qui va permettre, et l'ensemble en fait pratiques infirmières, qui va permettre de donner un accès aux soins favorisé, donner un accès aux soins plus grand pour les patients sur l'ensemble du territoire. Et honnêtement, c'est vraiment un changement énorme dans notre système de santé. Le système de santé en France, il est très ancré sur... On dit souvent qu'il est hospitalo-centré, c'est pas vrai. Il est médico-centré. C'est-à-dire qu'on a un médecin traitant depuis plus de 20 ans qui est la porte d'entrée. Donc en fait, vous vouliez être une prise en charge par la Sécu, passer par votre médecin traitant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, vous auriez pu ne pas passer par votre médecin traitant et payer, mais dans les mœurs, on est vraiment rentré là-dedans. On est vraiment rentré par ce passage-là. Sachant qu'au départ, le passage par le médecin traitant, c'était pour réguler entre le médecin traitant et les médecins spécialistes. Et petit à petit, on a mis les paramédicaux. Là, avec l'accès direct, c'est pour ça que c'était aussi important de développer l'accès direct, c'est la possibilité pour vous, de façon autonome, de recevoir des patients et de les recevoir directement. Alors vous allez me dire, on le faisait déjà au cabinet. Oui, mais c'était un petit peu en dehors du système de soins comme prévu. C'est une révolution parce qu'en fait, ce goulot d'étranglement, alors je sais que les médecins vont s'énerver quand je dis ça, mais aujourd'hui ça l'était à cause de la raréfaction médicale. Ce goulot d'étranglement, ben, en fait, vous empêchez d'avoir obligatoirement des patients qui peuvent venir vous voir et on retardait le soin. Retarder le soin, c'est des coûts supplémentaires. Pourquoi? Déjà, c'est une prescription obligatoirement à 30 euros, qui n'est pas obligatoirement nécessaire, la prescription du médecin. Donc, il y a des fois où c'était des choses qui relevaient de votre rôle propre que vous auriez pu prendre en charge. Donc, 30 euros,
dépensés, pardonnez-moi de le dire, par la Sécu de façon inutile. Ensuite, c'est aussi du temps. Du temps, donc on sait qu'un patient, quand il a un retard de prise en charge, alors il peut y avoir des choses graves, avec certaines urgences qui peuvent aller jusqu'à l'urgence vitale, mais on va plutôt se passer sur des choses qui aussi vont être du quotidien. Il y a des douleurs qui peuvent s'installer et qui peuvent devenir chroniques. Il y a des pertes d'autonomie qui peuvent s'installer, qui peuvent devenir de pire en pire et qu'on aurait pu prévenir. Alors en plus de toute la souffrance sur le patient, qui est réelle, on a aussi un vrai impact financier sur, sur la sécurité sociale. Donc l'accès direct, c'est à la fois bien pour le patient, parce qu'il peut venir vous voir plus facilement et donc il a plus de portes d'entrée, donc plus d'accès aux soins. C'est bien pour la sécurité sociale parce que c'est des économies. Et évidemment, c'est bien pour vous parce que c'est une reconnaissance de vos compétences. Voilà un petit peu le point que je tenais à vous dire. Alors ensuite, l'autre point qui me semble important d'aborder avec vous, c'est effectivement sur la suite. C'est une question qui est revenue, qui était récurrente, qui était est-ce que, obligatoirement, tout ce qui est prévu et qui va sortir du décret des arrêtés va être payé par la sécurité sociale? La réponse est ce n'est pas une obligation pure et dure. Par contre, effectivement, vous allez avoir sûrement des choses qui vont être prises en charge. Est-ce que l'accès direct en lui-même, le fait de passer en accès direct, vous sera valorisé? C'est pas une obligation. C'est pas une obligation légale de le faire. Ça va être à la discrétion de vos négociations. Par contre, le fait que vous puissiez déclencher la consultation directement en accès direct, là, la consultation, elle sera prise en charge. Donc la question, c'est de combien va être payée la consultation infirmière. L'autre question qui a souvent été posée, c'est oui, mais est-ce qu'en fait, ça va être des consultations spécifiques ou est-ce que ça va être une consultation pleine et entière? Normalement, le texte de loi est assez clair, vous avez une consultation pleine et entière. C'est-à-dire que vous voyez la personne, vous faites votre diagnostic et ensuite vous faites. Après que les actes qui en découlent rentrent dans soit des actes ou soit un forfait, ça sera à la négociation. Mais normalement, votre consultation, elle est à vous, elle est pleine et entière. C'est votre consultation technique qui doit se déployer. Voilà un petit peu pour ces points-là. Je le redis, il n'est pas inenvisageable que demain, vous ayez des actes qui ne soient pas pris en charge par la sécurité sociale et qui soient directement à être payés par le patient. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Il n'est pas impossible non plus qu'il y ait des accords avec des mutuelles pour prendre en charge. C'est des choses qui sont possibles, envisageables. Les négociations conventionnelles vont être particulièrement importantes sur ce sujet-là. Voilà un petit peu sur ces points. Maintenant, je vais aborder, on a déjà quelques questions. Alors, je ne peux pas voir votre chat, mais, mais le collectif des infirmières me fait suivre vos questions. Donc, je vais pouvoir y répondre. Et on a eu des questions autant par mail que sur Facebook. Donc, elles sont assez complètes. Voilà. Donc, première question. Bonjour. Actuellement infirmière libérale depuis 13 ans. Je suis également puéricultrice DE, ayant une expérience de plus de 15 ans en réa néonate et titulaire d'un DU d'urgence pédiatrique. La loi infirmière parle de reconnaître les spécialités IAD, IBOD et puère en pratique avancée dans leur spécialité. Le décret d'application pour les IAD serait-il sorti ou pas? Qu'en est-il pour les puères et les IBOD? Est-ce que cette reconnaissance doit-elle pouvoir permettre aux IDE spécialisés de faire de la consultation infirmière dans leur spécialité? Et surtout, vais-je pouvoir facturer mes actes en libéral avec la nomenclature des IPA? Alors, grande question, et je sais qu'on a des IPA qui nous regardent ce soir. Le point le plus important déjà pour les IPA, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore leur branche, ils ont une nomenclature, mais ils n'ont pas en fait leur branche de négociation spécifique à eux. C'est une de leurs demandes, notamment de l'UNIPA. Le point le plus important pour vous, c'est qu'aujourd'hui, la consultation, dans tous les cas, de par le biais du décret socle, vous l'avez, la consultation. La question, c'est est-ce qu'il y aura une consultation de votre spécialité qui sera valorisée, et qui sera valorisée financièrement. L'autre question qui se pose, c'est que dans le texte qui a été déposé pour les spécialités aujourd'hui, celui qui a été fait, pour l'instant, il y a eu un arrêté qui est sorti pour les IAD, mais on n'a pas exactement la totalité des textes pour les IAD qui ont été publiés. Et pour les IBOD et les PR, on ne les sait pas encore sortis. La question qui va se poser, c'est quelles sont les compétences, en plus, de votre pratique avancée. L'autre question, c'est justement comment a été tournée la reconnaissance en spécialité, la reconnaissance en pratique avancée des spécialités. Et là, aujourd'hui, dans le cadre de vos pratiques avancées, vous n'avez normalement
ni accès direct, ni primo-prescription. Donc ça, c'est un point important à soulever. Alors certains vont dire, il y a marqué dérogatoire. Donc dérogatoire ne veut pas dire interdit. Mais dans le sens des débats à l'Assemblée, normalement, il n'y avait pas d'accès direct sur cette pratique avancée. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à expertiser. Certains disent que, par exemple, il va y avoir des compétences typiques pratiques avancées que vous ne pourrez pas faire en accès direct et vous ne pourrez pas faire de la primo-prescription là-dessus, mais que par contre, vous aurez des compétences de spécialité hors pratique avancée un petit peu plus haut que le décret socle. Et là, vous pourrez déployer en accès direct. Ça va être tout le débat de ce qui va suivre. Donc aujourd'hui, non, les textes ne sont pas sortis. Et le chemin est encore malheureusement un petit peu long. Autre question, à quand une reconnaissance financière? Alors je vous dis le mot direct. C'est bien beau de nous donner des nouveaux rôles, des nouvelles tâches, mais à quand la revalorisation financière de ce que nous faisons déjà 16 ans? C'est très long. Des cabinets, des plaques, des infirmières changent carrément de boulot. Ce métier n'attire plus les jeunes ou fuit au Luxembourg. En Suisse, on nous dit à une époque travailler plus pour gagner plus. Actuellement, les journées font 12-13 heures sans compter le temps pour la paperasse. Je m'en sors plus. J'en viens à calculer ce qu'il me reste dans la poche lors d'un soin. Je vous avoue que pour 3 euros, je ne me déplace plus dans un patelin où ça me prend 45 minutes d'aller-retour et le temps de faire les prises de sang. Fini le bénévolat. On a aussi des crédits et des charges à la fin du mois à payer et à faire bouillir la marmite. J'ai 56 ans, j'ai fait le plus gros de ma carrière, j'adore mon boulot et je m'inquiète quant à l'avenir de ce métier qui pour moi va disparaître. Alors, ce message, il est emblématique parce que oui, vous êtes une profession qui aujourd'hui, je le dis, voilà, c'est mon avis très perso hein, et ça n'engage que moi, vous êtes une profession qui n'est pas reconnue à sa juste valeur financièrement. On va être clair. La prime Ségur, c'est une prime. Voilà, ça n'a pas été de la revalorisation. C'est aussi le manque d'impact, l'absence d'impact libéral. Donc en fait, au final, on est sur quelque chose où vous n'avez pas de revalorisation et une inflation qui est grandissante. Donc en fait, vous avez aujourd'hui perdu de l'argent pour faire le même travail. Donc oui, c'est dramatique. Il y a un mécanisme d'obligation, normalement de négociation, qui est mis dans la loi. Maintenant, il faut espérer que ça va aboutir. Après, on va être clair. Donner plus de compétences aux infirmiers, leur permettre un accès direct, c'est une source d'économie. Donc la question est, combien de cette source d'économie on reverse aux infirmiers? C'est tout l'enjeu. Donc oui, on peut aujourd'hui financièrement payer mieux les infirmiers, les revaloriser et faire des économies. Mais ça demande une vraie réflexion sur comment on gère notre système de santé et notre parcours de santé. Vous avez entendu parler de France Santé, ça a beaucoup crispé. Moi, j'ai vu effectivement qu'il y avait une enveloppe de 130 millions. Je vais le répéter, j'espère que cette enveloppe, elle est pour la rémunération des soignants et pas pour de la com. Voilà, ça c'est mon petit avis très perso, ça n'engage que moi. Donc, le chemin est long, mais en fait, il va falloir se battre pour effectivement cette revalorisation qui est plus que nécessaire. Votre métier, il est essentiel. Il soutient le système de santé depuis des années. Autre question, serait-il possible de nous facturer les soins de base comme collyre, tension, bas de contention, soins de sonde et j'en passe? C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que ça va être toute la complexité des futures négociations conventionnelles. Est-ce qu'on va être sur de l'acte? Est-ce qu'on va être sur des missions et des compétences qui vont entraîner un forfait? C'est ça l'enjeu de tout ça. Et derrière, est-ce qu'on va vous permettre de facturer et est-ce que ça va être pris en charge? Ou est-ce qu'on va vous permettre de facturer et ça ne sera pas pris en charge? Les deux sont possibles. Mais encore une fois, ça va être dans la négociation. Autre question. Je souhaite soumettre quelques questions à propos du projet de décret en lien avec la loi infirmière. Concernant l'accès direct, pensez-vous que le texte actuel permettra une réelle mise en œuvre de cette avancée prévue par la loi? La dernière version qui a été donnée, oui, c'est une vraie application. C'est ambitieux, comme on a rarement vu. Alors c'est aussi ambitieux que la loi, pas plus, pas moins, donc c'est excellent. Les soins relationnels ne semblent pas clairement définis à ce stade. Sont-ils susceptibles d'être précisés? Alors il y a une précision un petit peu plus grande dans le projet de texte, mais ça c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir travailler encore plus pour derrière avoir des guides pratiques pour savoir comment les faire, comment les reconnaître, parce que c'est du temps passé, c'est du soin. Et moi j'attends aussi beaucoup de l'Ordre national des infirmiers sur leur vision des soins relationnels. Un ordre, ça sert aussi à faire ce qu'on appelle du droit souple, c'est-à-dire de venir combler les vides. Demain, l'ordre aurait totalement la possibilité,
évidemment en concertation avec les représentants de la profession, à travailler sur une définition. Comme d'ailleurs l'ordre a travaillé sur une définition qui est assez excellente de la consultation infirmière. Enfin, savez-vous si le futur arrêté sur la consultation infirmière précisera les différents motifs de consultation, plaies, prévention, suivi des pathologies chroniques, santé mentale? Alors, c'est une rumeur. C'est une rumeur, alors pas dans le décret ni l'arrêté, mais c'est la rumeur de demain, si on va à la négociation, on va nous obliger à avoir des consultations plaies, consultations prévention, consultations suivi des pathologies chroniques. C'est une possibilité. Personnellement, je dirais, et c'est encore une fois ça n'engage que moi, je dirais que si on applique la loi, vous devriez avoir un forfait de consultation classique, un paiement à l'acte de consultation, un paiement peut-être à l'acte de consultation plus complexe, si ça vous prend du temps, et derrière, une prise en charge des plaies, des préventions que vous pourriez facturer. Donc là, il va y avoir plusieurs choses. Soit on va vous payer acte par acte, on paye la consulte, on vous paye ensuite l'acte que vous allez faire et la prescription, ou on va vous faire un forfait qui va englober. Mais aujourd'hui, le sens de la loi, c'est votre consultation, elle est pleine et entière. Voilà, alors, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? J'en vois qu'il y a flux. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions dans le chat? Excusez-moi de cette petite interlude, je le demande aussi parce que je ne vois pas le chat. Donc vous m'entendez un peu pianoter sur les questions. J'espère ne pas avoir endormi tout le monde. Avec le droit à cette heure-ci, c'est un peu baroque, j'en ai conscience. Alors, un point qui revient aussi, c'est régulièrement comment on va, quel va être l'apport pratique. Pouvez-vous nous donner un exemple? Voilà, il y a quelque chose qui remonte. Comment pouvez-vous nous donner un exemple de ce qui va changer, notamment en établissement? Alors, sur un établissement, mais pas que, parce que vous pourriez totalement avoir des conventions avec les libéraux. Demain, il n'est pas impossible, par exemple, qu'un établissement fasse un centre de soins, un centre de consultation non programmé. Donc, ce centre de consultation non programmé, ça va vous permettre tout simplement d'avoir des patients qui se présenteront spontanément et qui vont avoir une consultation infirmière. Et c'est dans ce qu'on peut appeler une gradation, une graduation des soins, selon un petit peu comment vous voulez le formuler. Il pourrait très bien y avoir une consultation infirmière dans la partie des missions infirmières, donc consultation, prescription, soins. Euh, si le cas est un peu plus complexe ou nécessite certaines prises en charge, passage ensuite à potentiellement une consultation IPA, et derrière, possibilité d'une consultation médicale. Et possibilité de coupler ça peut-être demain avec de l'accès direct kiné ou autre. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui va changer directement. L'autre point, quelqu'un un patient, et ça arrive, on a beaucoup de gens aussi qui nous regardent, qui viennent du milieu des EHPAD, un patient qui a une sortie d'hospice, et on le sait parfois, il n'y a pas toutes les prescriptions nécessaires. Donc là aussi, soit par un infirmier, soit un IPA, la possibilité spontanément de prescrire certaines choses. Mais il faudra encore une fois que les textes soient sortis. Donc on est dans un changement complet de paradigme et un changement complet de fonctionnement de notre système de santé. Donc, pour conclure cette session, je vous ai présenté un texte qui aujourd'hui est un texte, il y en a peut-être d'ailleurs encore un autre qui doit être peut-être en cours, est un texte qui est à la consultation et qui peut encore être modifié. Bon. Si c'est ce texte-là qui sort ou qu'il est enrichi, c'est un excellent texte. Et encore une fois, il faut remercier l'ensemble des parties prenantes. Ensuite, ce décret, ça ne sera pas le déclenchement de tout. Il faudra attendre à les arrêter, notamment ceux de prescription, qui vont encore préciser les choses. Et ensuite, il y aura les autres textes pour tous les autres pans de la profession. Les spécialités ayant de la pratique avancée, les spécialités classiques, et ensuite, il y aura aussi, évidemment, la pratique avancée qui va se voir réévaluer l'ensemble de ses compétences de prise en charge, parce que, encore une fois, quand la profession infirmière augmente, ça fait augmenter la pratique avancée. Donc, aujourd'hui, c'est un point d'étape. Le chemin est encore long, et le chemin est encore long jusqu'aux négociations. Donc, voilà, on vous tiendra évidemment au courant au fur et à mesure. Je vous remercie, en tout cas pour votre écoute, et je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.